Et on peut applaudir très fort Christian. Ronan nous rejoindra du coup tout à l'heure sur scène avec sa casquette Arkea. On va faire une première partie de l'interview sur l'histoire donc d'Ubisoft, des frères Guillemot, les Guillemot Brothers au sens large. Donc Christian, tu étais là dès la première édition, il y a 5 ans. Déjà un grand merci pour ta fidélité et tous les coups de main que tu peux nous donner dans nos histoires de West Web Valley. Vraiment un grand merci. Pour ceux du coup qui ne connaissent pas Christian Guillemot, un enfant né pas très loin à Malétroit, hein, tu es originaire de Malétroit. Petit retour en arrière, donc tu es le cadet d'une fratrie de 5 enfants. Tu as baigné très jeune dans une famille de commerçants, hein, tes grands-parents, tes parents. La légende dit que tes parents ont vendu les premiers ordinateurs aux paysans morbihanais. Et du coup, en 86, qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de Carentoire? Bon, d'abord, bonjour, merci à tous. Je suis très honoré d'être là, parce que West Web Festival maintenant est un lieu incontournable, avec vraiment des choses incroyables. On y apprend beaucoup de choses. Donc je suis fan, ça c'est sûr, de West Web Festival. Donc, 86. Enfant de Carentoire, oui, plutôt enfant au pluriel de Carentoire, et comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup d'influence des parents et grands-parents qui étaient tous dans le commerce ou dans le négoce. Je dirais qu'il faut commencer en 84 pour tout bien comprendre, et c'est ça qui est vraiment important, c'est que, et c'est très à la mode actuellement, on appelle le fait de pivoter. En fait, c'est les difficultés de l'entreprise familiale, qui était une petite entreprise d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et une dizaine de personnes dans le négoce, qui a fait que l'ensemble des enfants a décidé, après avoir fait des études qui elles-mêmes avaient été financées par cette petite entreprise, ont décidé de donner un coup de main pour éviter que l'entreprise familiale ne périclite. Et c'est dans cette tentative d'essayer de faire en sorte que l'entreprise perdure que nous avons tout d'abord... On est passé du négoce de produits du sol pour l'agriculture au négoce de jeux vidéo, 84 à 85. 85, on était déjà premier distributeur de jeux vidéo en France, Belgique, Suisse. Et en 86, on a trouvé que c'était un petit peu idiot de tout acheter aux Anglais ou aux Américains. Donc on a décidé de créer Ubisoft pour fabriquer des jeux qui seraient distribués par Guillemot Corporation. C'est ça la genèse de l'histoire. On ne va pas rentrer dans le nom Ubi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu plein de légendes aussi autour de ce nom-là. Alors, ces jours-ci, c'est Union des Bretons indépendants, certainement, oui. Voilà, ok. Vu ce qui s'est passé cette année, on peut le dire, oui. Donc, Ubisoft, monté en 86, ça se développe. Et en 96, est-il vrai que c'est toi qui a été le personnage central de l'introduction en bourse? Parce que je crois que c'est vraiment le déclic, l'envol. Alors la réponse est oui pour la partie technique de l'introduction en bourse. Mais une fois de plus, vous voyez, on parlait d'une difficulté des années 83-84 qui a donné lieu à la création d'un distributeur de jeux vidéo puis d'un éditeur de jeux vidéo. Deuxième difficulté, 96, où en janvier, on considère qu'on devait sauter en juillet-août pour défaut de financement du fait du besoin en fonds de roulement qui devenait ingérable, puisqu'on avait des taux de croissance de l'ordre de 40% par mois, certains mois, donc ça devenait ingérable. Et c'est là que mon père me donne le que sais-je, l'introduction en bourse, sachant que nous n'avions pas de connaissance de la bourse, pas acheté ni vendu de titres en bourse, mais que c'est un très très bon petit bouquin qui vous explique tout. Et effectivement, entre janvier et juin, on a énormément travaillé, et en juin, on a coté Ubisoft à la Bourse de Paris. Et 2 ans plus tard, donc en 98, puis en 2000, tu as fait de même avec Guillemot et Gameloft. Un mot sur ces filiales, du coup Alors, ce ne sont pas des filiales d'Ubi, ce sont des sœurs d'Ubi. Donc, moi, j'avais trouvé très très intéressant pour Ubi d'avoir en gros du kérosène à la place de l'essence pour se développer avec la bourse. Et donc 2 ans après, j'ai réussi à convaincre mon frère Claude, qui gérait Guillemot Corp, de coter Guillemot Corp, qui est un spécialiste et leader mondial des volants et accessoires de jeux, à la Bourse de Paris aussi, qui a été un vrai succès. Et puis 2 ans après, là c'est une idée un peu différente, c'est qu'on voyait que le métier allait vers le mobile
et qu'il eût été un problème, avec la position qu'on avait acquise dans le jeu vidéo classique, de ne pas en fait se mettre de manière importante dans le jeu mobile. Donc on a monté et créé Gameloft, qui elle a eu un record incroyable puisqu'elle a été créée de mémoire en février ou mars et cotée en juin. D'accord. La question des lapins crétins, ça se pose ou pas? Qui a eu Alors l'idée? oui, les lapins, c'est une création de Michel Ancel au sein de Rayman. Donc les lapins étaient les ennemis de Rayman. Donc les lapins viennent de Rayman qui a été lancé justement en 96 grâce à cette introduction en bourse. Et du coup, aujourd'hui, et je pense qu'on va pouvoir applaudir ça très fort, 4e plus grand éditeur de jeux vidéo au monde. Oui. Tu me corriges, hein, c'est bien le 4e. Moi, j'ai tendance à dire 3e, mais ça peut être 4e. Ah bah non, 3e, non, on est en Bretagne, donc... C'est dingue de voir ça, c'est pas suffisamment mis en lumière, mais combien de salariés? 15 000. 15 000 salariés. Et tout ça part de Carentoire, c'est plutôt... ah oui, on est très fiers d'être carentorien, morbihanais et breton. Ça, c'est très clair. Et du coup, avec les 5 frères, il n'y en a plus que 2 du coup en Bretagne, c'est ça? À nouveau 2. 2, ouais. Parce qu'il y en avait un qui était... Donc il y en a un à Los Angeles, un à Hong Kong, mais le Hongkongais est revenu très récemment, donc il est revenu en Bretagne, donc nous sommes 2. Il y a un Londonien et un Parisien. D'accord, et les 15 000 collaborateurs partout partout dans le monde, oui. D'accord. Et quand on entend ça, en Bretagne, il y a moins de 600 personnes beaucoup moins que ça, je pense qu'on est plutôt plus proche de 250 ou 300 personnes. Grâce à AMA Grâce à AMA, effectivement, AMA, qui est la dernière que nous appelons, puisque je m'en occupe personnellement, la dernière pépite du groupe, qui est une société qui est une société de 80 personnes, qui est spécialisée dans la télémédecine et la télémaintenance avec lunettes connectées. Donc on était bien dans le jeu vidéo avant, dans le jeu mobile. Gameloft nous a mis une telle raclée qu'on a dû laisser Gameloft prendre ce marché-là. Et donc au moment où on était à se poser des questions sur le métier, dans quel métier on pouvait vraiment performer, on a été contacté par, d'ailleurs, le papa d'un des partenaires de West Web Festival qui s'appelle Follow Health, qui s'appelle Philippe Collin, qui est un chirurgien réputé à Rennes, et qui nous a demandé de l'aider à faire la première chirurgie en live entre Rennes et le Japon. Et c'est ça qui nous a fait pivoter du jeu mobile vers la télémédecine et téléassistance avec lunettes connectées, un métier qui a toutes les caractéristiques d'un métier qui peut se développer et pour lequel, en fait, on a évidemment pour vocation d'être leader mondial. Ouais, et l'équipe de Follow est dans la salle. Et là, du coup, voyant tout ce succès, à un moment, patatras, il y a 10 ans, premier assaut de l'américain Electronic Arts, qui est venu vous chatouiller, pardon, et il y a 3 ans, un autre breton, un dénommé Vincent B, originaire d'Arguet-Gabéric, donc, est venu vous taquiner un tout petit peu. Est-ce que tu peux revenir de façon concise sur ce combat que tu as mené? Oui, alors, ça a été plutôt une défense de la part du groupe Guillemot face à une attaque sans précédent et surtout sans précédent entre Bretons. Qui nous a beaucoup surpris, et donc la phrase d'Yves était assez intéressante. Il a dit qu'en gros, il s'est invité en cassant la porte, et que voilà, donc on n'a pas vraiment apprécié, donc on s'est défendu. Et au passage, il est intéressant de noter qu'il y a une banque qui nous a vraiment beaucoup aidé dans ce combat, qui est Arkea. Oh bah c'est le moment. Allez, Ronan, il faut que tu montes sur scène. Voilà. C'est maintenant. Allez, viens, Ronan. Et d'ailleurs, c'est assez lié au festival, c'est-à-dire que moi j'ai connu Ronan au West Web Festival. Un jour, en janvier 2016, j'étais au CES de Las Vegas et ça commençait à m'énerver que le directeur financier d'Ubisoft et de Gameloft ne puisse pas lever des fonds pour commencer à défendre et Gameloft d'abord, puis Ubisoft après. Et donc, j'ai envoyé un tweet à Ronan, parce que Ronan, on lui envoie des tweets, en lui demandant
si il avait un problème déontologique à l'idée d'aider Ubi ou Gameloft dans la bataille qu'on avait contre Vivendi. Ce à quoi il a répondu dans la minute non, aucun problème. Qui dois-je rencontrer? Eh bien, écoute, contacte les gens qu'on a à Vannes. Je les ai rencontrés, je crois, au retour du CES. Et moins de 10 jours après, j'avais vraiment des munitions, des vraies munitions, pour que Gilmour Brothers, en fait, fasse la bataille pour essayer de sauver Gameloft, sans succès, mais de sauver Ubi avec succès, et on en est très heureux. Il y a aussi à mentionner la caisse du Crédit Agricole du Morbihan, qui, dans une bien moindre mesure, mais néanmoins, comme nous n'avons eu que 2 banques à nous aider et aucune des banques avec lesquelles nous travaillions depuis 30 ans à Paris, il est intéressant de souligner que l'aspect régional a vraiment une importance. Sinon, nous n'aurions probablement pas plus Ubi aujourd'hui. Ouais. Bon, vous avez l'importance de l'écosystème et l'importance du What's Up Festival. Hein. C'est bien que vous soyez là parce qu'il y a des rencontres qui se font, c'est plutôt pas mal. Bon, Ronan, donc si tu prends ta casquette Arkia 3 minutes, c'est pareil, là j'ai ouï dire qu'il y avait quelques turbulences de ton côté. J'ai l'impression que le combat, que vos 2 combats sont assez proches. Ça tourne autour bien souvent de l'indépendance. Alors à quoi ça sert d'être indépendant ? D'abord, je suis toujours heureux de discuter avec Christian. Quand je discute avec Christian, d'abord, au-delà du fait d'avoir pu accompagner le groupe, c'est toujours une source d'énergie dans le combat qu'on mène parce que vous avez réussi. Et on a été très heureux de vous accompagner dans ce combat. Et donc, nous, ça nous donne de l'énergie pour effectivement réussir aussi. Alors, pour répondre à ta question sur l'indépendance, effectivement, c'est pas une fin en soi. L'indépendance, il faut qu'elle serve quelque chose. Et en l'occurrence, nous, on pense que l'indépendance d'Arkia, aujourd'hui, elle est fondamentale pour continuer à faire ce qu'on a toujours fait, à savoir être un acteur qui, dans ces territoires, alors singulièrement la Bretagne, parce qu'on y est aujourd'hui, mais également le Sud-Ouest et le Massif central, où nous sommes également présents, c'est un acteur qui a une manière, sans doute, parce qu'il est ancré sur le territoire, qu'il est plus petit, donc il est agile, une manière de faire le métier qui colle peut-être davantage plus, je crois fondamentalement, à ce que les entreprises et les particuliers recherchent aujourd'hui. De la proximité, de l'agilité, des réponses nouvelles, des solutions nouvelles de banques qui évoluent. Et on pense que tout ça, ça fait une valeur qui justifie effectivement l'indépendance. Au-delà du fait, c'est quand même un aspect important qu'il faut avoir en tête, qu'aujourd'hui, quoi qu'en disent certains, à la clé, il y a quelques milliers d'emplois qui sont concernés. Alors comme je dis souvent à ceux qui sont émus de la situation, on peut regretter d'avoir aujourd'hui au sein du Crédit Mutuel 2 groupes qui sont totalement aboutis, qui donc ont créé des métiers qui sont tous en doublon ou presque, et d'avoir donc cette espèce de dualité. On peut le regretter, mais c'est un fait, ça existe, il faut en tenir compte. Et moi, ce qui me révolte aujourd'hui, je disais il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de fêter mes 46 ans et la moitié de ma vie au service de cette maison. Ce qui me chagrine, c'est que quand on discute dans les bureaux à Paris, à Bercy ou ailleurs, on a tendance plutôt à balayer cette question d'un revers de la main en se disant ce qui compte, c'est la vision macroéconomique de tout ça, etc., etc. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses de manière pragmatique et savoir de quoi on parle. Donc l'indépendance, ça a du sens d'un point de vue business. L'indépendance, ça a du sens d'un point de vue de l'empreinte qu'on est capable d'apporter sur notre territoire et singulièrement dans cette belle région qu'est la Bretagne. Ouais. Et justement, oui, ça s'applaudit, pardon. Et dernièrement aussi, la semaine dernière, j'ai vu dans la presse un comeback médiatique de Marie-Lise Lebranchu, qui est venue aussi vous chatouiller. Décidément, entre Bretons, en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est quoi alors cette histoire vous pouvez vivre seul, le Crédit Mutuel, c'est quoi Je comprends pas vraiment le moteur. Je comprends pas. Ou je le comprends trop bien d'ailleurs. Le moteur profond de ce revival, on va dire ça comme ça. Moi, ça me déçoit pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est quelqu'un qui veut défendre les territoires qu'il est censé représenter et avoir les positions prises aujourd'hui par la personne que tu citais. Je trouve ça totalement incohérent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ou au contraire, je comprends trop bien ce que ça peut vouloir dire. La deuxième, c'est que avant, me semble-t-il, de prendre des positions comme celle-là, ce qui est intéressant, c'est peut-être de connaître le sujet, de près. De connaître le sujet en venant, par exemple, dans les assemblées générales de sa caisse locale, quand on est administrateur ou sociétaire, comme c'est son cas, et jamais venu. De poser des questions aux dirigeants. Elle a dit, je n'ai pas eu de réponse aux questions que je me pose. Mais pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose, il faut poser les questions. Donc moi, je suis déçu sur ces 2 points. Un point qui est, je crois, ce qui nous réunit aussi pour une partie, c'est la défense des territoires et le sens qu'on y donne. Et puis le deuxième, c'est la manière dont les choses se passent,
qui me paraissent totalement surréalistes. Encore une fois, je ne suis pas totalement naïf du sujet. Comme je dis souvent, ces quelques 2 dernières années, j'ai perdu beaucoup de ma naïveté, mais quelque part, ça me déçoit quand même beaucoup. Ouais. Christian, tu voulais rebondir Oui, parce qu'en fait, on peut reconnaître en fait, avec l'affaire Arkea exactement ce qui s'est un petit peu passé pour Ubi, c'est-à-dire qu'on voit le choc de différentes façons de voir le monde. Un monde ancien, un monde nouveau. On voit le monde ancien toujours fonctionner avec le schéma pouvoir, contrôle et centralisation. Et on voit le monde de la technologie, des sociétés innovantes qui fonctionnent avec des paradigmes complètement différents qui sont compétences, confiance, agilité. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le départ en fait, de notre agresseur d'Ubisoft, qui n'a eu lieu qu'il n'y a seulement que 4 mois, à l'époque, il fallait trouver 2 milliards d'euros pour pouvoir faire sortir notre agresseur, ce qu'on a trouvé grâce aux équipes. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure défense qu'on a eue pour sauver Ubi, ça a été le travail extraordinaire des équipes, qui a fait que la valeur de la société est passée de 2,3 milliards d'euros au début de l'attaque à 7 milliards d'euros il y a 4 mois. Mais si on veut avoir une preuve que tout le monde travaille mieux, apprécie Ubisoft d'une meilleure manière, il suffit de constater que Ubi a pu sortir son agresseur à une valeur de 7 milliards d'euros. 4 mois après, Ubi vaut près de 12 milliards d'euros. Allez, on applaudit encore. Ce qui veut dire que tout le monde salue le fait qu'une société indépendante, agile, qui base son succès sur les compétences et la confiance entre les personnes d'une structure, en fait, est saluée par tous, de l'interne à l'externe, le marché. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui trouve que ça fonctionne plutôt mieux comme ça. Ronan, réaction? Une réaction rapide, juste parce que je sais que le temps est compté. Ce que dit Christian, effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste, et tous ceux qui sont dans la salle sont les acteurs, à une espèce de schisme entre des gens qui vivent l'entreprise comme à l'ancienne, entre guillemets, le monde comme à l'ancienne, en essayant d'être des gens qui contrôlent, qui centralisent, qui ont une vision uniquement industrielle, dans le meilleur des cas d'ailleurs, des choses. Et d'autres qui, effectivement, ont, je crois, compris qu'on évolue dans une société qui a fondamentalement changé, où les codes ont beaucoup changé. Les codes qui sont plutôt faits d'agilité, faits plutôt de confiance, faits plutôt de bienveillance, faits plutôt d'autonomie. C'est tout ça que je pense qu'on a compris. C'est aussi ça qui nous fait être proches. Et c'est ça que souvent, ceux qui ont cherché à mettre la main sur cette belle boîte qu'est Ubisoft, ceux qui essayent, il n'y a pas d'autre mot, de mettre la main sur Arkea, n'ont pas compris. Quand je dis n'ont pas compris, c'est que je pense que ce n'est pas dans leur logiciel. Et le drame, c'est justement ça, c'est que c'est une mauvaise anticipation de ce qui sera la société de demain. Et je crois que c'est aussi une bonne raison de se battre, parce qu'au-delà des entreprises qu'on défend, je crois qu'on défend aussi un modèle auquel on croit, un modèle d'entreprise, un modèle de société, un modèle de management, et c'est aussi ça qui est en cause. Ouais. Je suis désolé. En fait, le souci, c'est qu'on a un exemple, en réalité. C'est-à-dire que dans la bataille Ubi, on ne parle que d'Ubi parce que Ubi a réussi à s'en sortir, mais une de nos sociétés, qui s'appelle Gameloft, elle a été prise dans la NAS. Alors d'aucuns diraient que c'était formidable, elle a fait l'objet d'une OPA à un montant ahurissant par rapport à la valeur réelle de la société, donc on devrait juste être content. Sauf que Gameloft est une société en fait, qui devait continuer à perdurer et continuer à se développer très très bien. Je lisais un article la semaine dernière sur BFM Business qui explique que la mayonnaise ne prend pas et qui explique que Gameloft a perdu 40% de son effectif en 2017 et que 2/3 des gens qui sont partis ont démissionné, que Gameloft était depuis 10 ans première mondiale des téléchargements de jeux mobiles et qu'en 2017, elle est passée de la position de première à la position de 10e. Pour la petite histoire, Ubi est passé 3e et n'était pas dans le classement juste avant. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est quand même on est quand même très triste pour cette société-là qu'on a créée de zéro en 2000, de voir qu'une société de 5700 personnes, en fait, est très attaquée, avec des gens qui s'en vont, avec tout un écosystème, des histoires, enfin, en fait, c'est toute la vie d'une entreprise. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, en fait, quand on est entrepreneur, on ne s'intéresse pas seulement, en fait, à la capitalisation boursière, mais beaucoup aux expériences humaines. Et là, pour ce qui est de Gameloft, c'est une véritable catastrophe, ce qui se passe. Ok, bon, merci beaucoup à tous les deux. Christian, tu restes avec moi. Ronan, je t'invite à rejoindre la salle.